suite, j'accueille 4 grands témoins à qui je vais demander de venir s'installer et qui vont nous faire part de leur expérience de terrain dans des domaines, vous allez le voir, très, très, très variés. Il s'agit donc de Henriette Steinberg, la secrétaire générale du Secours populaire français. Est-ce qu'elle peut venir s'installer? Ça serait bien. De l'ancien secrétaire d'État Thierry Mandon, qui j'espère est aussi arrivé. De Pierre Mathiot, le directeur de l'IEP de Lille. Et enfin, nous aurons par visioconférence également Thierry Baudet, le président du CESE. Henriette Steinberg, j'aimerais d'abord revenir avec vous sur les sources de votre engagement au Secours populaire français. Qu'est-ce qui vous a conduit à l'origine à rejoindre ce mouvement? Alors les sources, je dirais que je suis tombée dans le bocal jeune. Mes parents et ma mère en particulier collectaient pour le Secours populaire, donc ça fait un petit moment. Et pour ce qui me concerne, le Secours populaire, je l'ai découvert directement, j'avais une douzaine d'années, en collectant de l'argent à la Gare du Nord au moment de la grève des mineurs, et où les mineurs et les familles de mineurs n'avaient plus les moyens de manger. Et j'ai commencé à ce moment-là et je m'en occupe toujours. Quel est le profil type d'un bénévole au Secours populaire français? Est-ce qu'il y a un profil type d'abord? Il n'y a pas de profil type. Il y a l'ensemble des humains, qu'ils soient en France, en Europe ou dans le monde. Tous ceux qui se préoccupent de l'autre et tous ceux qui ne considèrent pas que la seule question, ce soit leurs intérêts personnels et qui pensent qu'on vit mieux lorsque on a un regard tourné vers l'autre dans le respect de son altérité et qu'on voit comment est-ce qu'on fait en sorte que ceux qui sont les plus en difficulté sortent de ces difficultés. Et donc ça représente combien de personnes en France, pour en rester sur la France, le Secours populaire? Pour ce qui concerne le Secours populaire, il y a plus d'1 million de donateurs. D'accord. Il y a plus de 87 000 animateurs collecteurs. D'accord. Il y a 1300 lieux sur le territoire. D'accord. Donc des lieux dédiés, des points d'ancrage territoriaux, mais en même temps aussi, quand on a préparé cette journée, vous me parliez du Solidaribus. Donc il y a les lieux, les ancrages, et aussi vous allez vous-même vers les gens grâce à ces bus. Absolument. Il y a de très nombreux lieux qui sont des lieux physiques, dans des salles qui peuvent être mises à disposition par les collectivités ou par d'autres structures qui mettent à disposition un espace. Mais il y a aussi de très nombreux lieux sur le territoire où il y a des personnes en difficulté à des moments déterminés, quelquefois plus durables, et qui sont loin de tout. Et donc la démarche du Secours populaire, maintenant depuis quelques années, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des solidaribus, c'est-à-dire des camions, si je puis dire, oui. Dans lesquels ou avec lesquels les amis du secteur géographique vont dans des villages où il n'y a plus rien et écoutent et reçoivent les personnes. Pour tout ce qui est de l'administratif ou des situations dont ils ne savent pas se sortir, ou des prestations qu'ils n'arrivent pas à avoir, ou des questions qui se posent sur comment on remplit tel ou tel document, mais aussi qui viennent avec des moyens matériels qui peuvent être alimentaires, qui peuvent être vestimentaires, qui peuvent être aussi culturels, c'est-à-dire avec des livres, et échangent avec des populations qui ont le sentiment d'être reléguées ou oubliées de tous et de toutes, et qui sont très heureux de rétablir un contact qui, du coup, les aide aussi à sortir de leur isolement. Donc les solidaribus, c'est cela. Est-ce que pendant la crise sanitaire, les populations qui s'adressent au Secours populaire français ont changé, ont un peu évolué? On s'est aperçu pendant ce moment très spécial que certaines relations sociales, informelles, solidarité informelle de proximité s'étaient un peu effondrées. Enfin, n'étaient plus praticables puisque nous étions les uns et les autres confinés. Vous, comment est-ce que vous avez géré cette période? Nous, on s'est bien rendu compte que cette période devait modifier nous amener à modifier nos propres formes d'activité, et nous avons inventé au fur et à mesure. Pendant cette période, on a eu 45% de plus de personnes que celles qu'on connaissait de façon habituelle. Merci à vous.
Thierry Mandon, je me tourne vers vous maintenant. Vous avez un long parcours politique au Parti socialiste. Vous avez été député, maire, plusieurs fois ministre sous la présidence de François Hollande, notamment ancien secrétaire d'État à la réforme de l'État, à la simplification. Vous êtes aujourd'hui directeur de la Cité du Design à Saint-Étienne. Il y a un mot, un terme qui est entré depuis 2 ans, je crois, maintenant dans notre vocabulaire, 2-3 ans, celui de l'archipélisation. On vivrait dans une société archipélisée, émiettée. Lors de nos échanges pour préparer cette journée, vous avez préféré me parler de schisme. En fait, c'est beaucoup plus grave, un schisme, en termes de diagnostic qu'un archipel. Oui, alors ça dépend de la façon dont vous réglez le microscope, mais si on le règle à un niveau moyen, médian, je pense que ce qui est frappant, ça a été très bien décrit en 2014 par un livre qui s'appelle « La crise qui vient » de Laurent Davzy. Une France qui est plongée dans l'économie internationale, très productive, très petite surface territoriale, 1/3 du PIB. Et puis, il y a donc 2/3 du reste du territoire qui, lui, vit pour l'essentiel d'allocations, de retraite, sans cela, tous les revenus de la distribution sociale. Alors, à l'intérieur de ces 2/3, il y a à peu près la moitié dans le sud et dans l'ouest qui cumulent, qui articulent des revenus sociaux forts, beaucoup de retraites, et une économie résidentielle ou touristique. Donc il y a quand même de l'activité privée dans cette partie-là de la France. Et puis il y a 1/3 qui dépend totalement de l'aide sociale, et donc avec les difficultés que ça peut poser dans un moment où les fonds publics sont rares. Donc de mon point de vue, il y a vraiment deux univers en France. Est-ce que c'est aussi à la base du doute envers la capacité de l'État ? Je pense que ce n'est pas le problème de l'État, c'est le problème de la machine publique. Parce que c'est quand même totalement incompréhensible. Cette machine publique, État, région, dont on parle beaucoup, mais qui sont des nains économiques, budgétaires. Prenez la région Rhône-Alpes, le budget de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour son président, si je l'ampute de la moitié de son territoire, il ne va pas être content. Auvergne-Rhône-Alpes, le budget de la région est inférieur au budget de la seule métropole lyonnaise. On voit bien dans la société, à la fois le témoignage tout à l'heure des entreprises de la région ou de Madame la Présidente du Secours populaire, on voit bien qui dans la société est en charge des questions, se préoccupe des questions de cohésion territoriale ou de cohésion. Mais au niveau de l'architecture publique, je ne sais pas qui s'en occupe. Mais c'est un ensemble d'acteurs, personne n'est en charge de ce sujet. On peut dire que c'est l'État. Donc c'est un problème d'architecture ? C'est la manière dont est conçu notre système de décentralisation ? C'est un double problème. Un problème, bien sûr, d'architecture, mais d'abord un problème de missionnement. Longtemps, c'était l'État qui avait créé des outils pour faire ça. C'était la DATAR, l'aménagement du territoire, l'architecture, la présence de services publics très décentralisés un peu partout sur le territoire, qui était la colonne vertébrale de la cohésion. L'État a abandonné cette prérogative. Il ferme des hôpitaux, il ferme des lignes de train. Il participe d'une politique de cohésion, mais il n'est plus en charge, le garant ultime de la cohésion territoriale. Qu'est-ce qui doit relever de l'État ? Est-ce qu'il y a des prérogatives à reconsidérer, à redéployer au niveau territorial pour être plus efficace ? À l'évidence, un réinvestissement massif à faire dans les grands services publics français, qu'il s'agisse de la justice, de l'éducation, au regard de la nature des populations. Et donc l'égalité devant le service public, qui aujourd'hui est un mot, mais n'est pas une réalité vécue par les gens, doit redevenir un objectif central de la politique d'État et de les grandes infrastructures. Donc il faut enrichir les indicateurs sur lesquels on bâtit l'action publique pour que vraiment ce soit une action qui produise de la cohésion. Merci. Pierre Mathiot, je vous laisse prendre le micro. Directeur de Sciences Po Lille, professeur à l'IEP de Lille. Vous enseignez, donc vous dirigez dans une école prestigieuse, Sciences Po, l'école des élites, dans une région où le décrochage scolaire est parmi les plus élevés du pays. L'égalité des chances devant l'école, c'est l'un de vos combats forts. Vous avez travaillé sur cette question pour Najat Vallaud-Belkacem. Vous avez aussi imaginé le nouveau bac pour Jean-Michel Blanquer, donc vous êtes assez éclectique. Vous avez aussi conçu le programme PEI ou PEI, dont plusieurs IEP sont partie prenante.
À 13 000 km d'ici, 13 000 km de Lille, Nelson Mandela disait de l'éducation qu'elle est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Est-ce que vous diriez, vous, quelle est l'arme la plus puissante pour lutter contre l'exclusion des jeunes ? Mais oui, je crois que l'éducation est un peu la mère des batailles, oui, sans doute, oui. Est-ce qu'il y a des zones où le décrochage est plus prégnant, le décrochage scolaire ? Oui, bien sûr que le décrochage scolaire est plus important dans les Hauts-de-France qu'il n'est dans d'autres régions de France. Alors, le problème, c'est qu'il faut arriver à tenir ensemble une approche globale de la pauvreté, du décrochage, des questions éducatives, et en même temps constater que sur les terrains, y compris les plus décrocheurs ou les plus ségrégés, il y a des sous-espaces ou des micro-espaces qui sont dans lesquels les choses se passent plutôt bien. Est-ce que, à votre avis, les freins à l'adhésion au système scolaire pour les tout-petits, dans ce type de cas, c'est d'ordre financier, c'est d'ordre social, c'est d'ordre familial, c'est d'ordre de la confiance en soi, de la confiance en l'institution scolaire, ça relève de quoi ? D'abord, on peut avoir très simplement des questions d'information. Il y a des parents qui ne savent pas que leur enfant peut être scolarisé à l'âge de 3 ans. Il y a encore quand même de la fracture par rapport aux administrations, une difficulté à aller inscrire son enfant. Enfin, objectivement et rationnellement, il y a un intérêt évident des catégories les plus en difficulté à scolariser leurs enfants le plus rapidement possible. Or, c'est plutôt les catégories les plus favorisées qui ont cherché à mettre leur enfant à l'école à 2 ans et demi. C'est ça qui est très intéressant, avec même parfois dans certaines communes très populaires, des mairies qui osaient dire non, la priorité est sur les enfants des catégories populaires et qui se faisaient outer dans les réunions de quartier par les familles aisées qui disaient c'est un scandale, vous interdisez à mon enfant d'aller à l'école avant 3 ans pour laisser la place à ces enfants-là. Parce que quand même, je me permets de le dire, la question de la cohésion, c'est évidemment un enjeu politique, mais c'est aussi un enjeu sociétal. C'est l'acceptation de l'ensemble de la population par rapport à la cohésion. Et je crois que les mécanismes d'évitement des établissements scolaires dans les quartiers difficiles par les familles de classe moyenne ou moyenne supérieure qui préfèrent les mettre dans le privé, qui préfèrent contourner la carte scolaire pour ne pas que leur enfant court le risque, entre guillemets, d'être scolarisé avec des enfants des milieux populaires, c'est quelque chose qui est très pratiqué en France. Donc dans la société même, il y a une culture de l'inégalité qui est extrêmement prégnante. On va parler du programme Paye que vous avez mis en place. Vous accompagnez 120 collèges et lycées. Vous pouvez nous dire quelle est la forme de cet accompagnement ? Alors, on accompagne 400 en France. Donc, 400 en France et 120 ici ? C'est en fait cette idée de dire il faut qu'on accompagne des gamins vers l'enseignement supérieur. Quel qu'il soit, attention. Évidemment, Sciences Po, ça permet de clignoter un peu et de dire venez à nous, on s'appelle Sciences Po, c'est sympa. Mon école compte 2000 élèves seulement, on accompagne 1000 élèves de la région. Donc le taux d'effort est quand même non négligeable. On les accompagne à partir de la 3e jusqu'à la terminale. Et en gros, l'idée, et alors certains d'entre eux veulent passer Sciences Po, on les prépare au concours normal d'entrée, on casse le plafond de verre et on permet quelque chose qui me semble-t-il est très important, parce qu'on a parlé de racines, c'est qu'il ne faut pas que les racines territoriales s'enroulent autour de vos jambes et vous empêchent de vous émanciper par la mobilité territoriale. Je crois que parmi les problèmes que rencontre cette société, il y a le problème de l'immobilisme notamment des jeunes qu'on voit notamment au moment des vœux scolaires, à la fin du collège et surtout à la fin du lycée, au moment de Parcoursup, dont je suis aussi un peu un spécialiste. On se rend compte qu'on a pas mal de gamins dans la fameuse diagonale du vide dont Thierry parlait tout à l'heure, ce qu'on appelle la diagonale du vide en France. On a pas mal d'élèves qui finalement font des vœux d'enseignement supérieur de proximité, moins parce que c'est ce qu'ils ont envie de faire que c'est parce que ça leur permet de rester chez eux. Et parfois pas pour des raisons financières, mais pour des raisons de peur et d'intériorisation d'une forme de stigmate et d'accrochage à un territoire. Est-ce que la clé, c'est peut-être de pouvoir passer de programmes locaux à une déclinaison nationale, peut-être plus industrielle de ce type d'action ? Et moi, j'ai la chance de diriger une école sur le terrain, d'avoir aussi un parcours de militant de proximité dans le système scolaire et dans l'éducation prioritaire. Et puis, effectivement, je m'occupe de la réforme du bac. Donc, je me balade entre les deux. Je pense que le problème qu'on a, c'est que souvent, l'État peut avoir de très bonnes idées, peut imaginer de très belles politiques publiques qui se cassent la binette sur le terrain parce qu'il y a des résistances. Ça, c'est du haut vers le bas. Et comment on passe l'échelle ? Comment on arrive à faire que ces très bonnes actions qui font leurs preuves au niveau artisanal, en effet, deviennent des actions industrielles, ça bénéficie à beaucoup plus de monde, sans perdre le petit sel. Le sel de départ qui fait quand même la motivation des acteurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci. J'espère que nous avons en visio depuis Paris Thierry Baudet, le président du CESE. Vous êtes là, monsieur ? Oui, je suis là avec vous. Bonjour. Vous êtes avec nous. Bonjour. Si je décris le CESE comme une assemblée de la société civile, est-ce que je donne la bonne définition ? Ce sont des entrepreneurs, des syndicalistes, des responsables associatifs qui portent des combats
au service de la santé, de l'éducation, des populations les plus fragiles, qui se mobilisent pour l'environnement, et donc sont des Françaises et des Français qui sont à la fois, j'allais dire, sujets et acteurs des politiques publiques, la société civile agissante. Combien d'avis rendez-vous par an ? On a à peu près une trentaine d'avis rendus chaque année, à la fois lorsque nous sommes saisis par le gouvernement, ce qui est le plus fréquent, et parfois par le Parlement, et puis des avis à notre propre initiative, ce qu'on appelle nos saisines d'initiative. Alors, parmi les avis structurants qu'a rendu le CESE, il y a eu celui sur la pauvreté, qui a modifié la définition conceptuelle de la pauvreté, qui est désormais considérée comme une atteinte aux droits humains et non plus comme un problème personnel, avec toute la dimension éventuellement de stigmatisation qu'elle avait avant. Est-ce que contribuer à la cohésion, c'est aussi changer le regard ? Oui, la force du CESE, si vous voulez, c'est que nous ne sommes pas, d'une certaine manière, contraints par les échéances électorales. Notre agenda, c'est pas l'agenda des élections. On essaie de faire en sorte que ce soit l'agenda du pays. On essaie de se saisir des sujets qui ne font pas nécessairement la une, mais qui font l'avenir. Et en son temps, avec le père Wresinski, on est à la fin des années 80. Le CESE s'était saisi du sujet de la grande pauvreté pour essayer d'en apporter une définition nouvelle, définition qui d'ailleurs a été reprise par l'ONU. Et dès lors qu'on avait posé un cadre nouveau sur ce qu'était la grande pauvreté, au fil des ans, un certain nombre de politiques publiques ont pu, partant de cette nouvelle définition, se développer. Je pense au revenu minimum d'insertion en 88, je pense à la permanence d'accès aux soins de santé pour les plus pauvres. Là, on était à la fin des années 90. On pourrait parler plus récemment du fonds de solidarité logement, de la couverture maladie universelle. Je suis pas en train de dire que le CESE a la paternité de toutes ces réformes importantes, mais les travaux de fond qui ont été menés ont permis de poser la question différemment et ont permis qu'un certain nombre de politiques publiques puissent ensuite se déployer. On parle souvent volontiers de la crise de la démocratie représentative. C'est une réalité. Clairement, le doute envers nos institutions, la mise en cause permanente de la parole publique sont des éléments de dislocation de la cohésion. Quel est votre rôle dans ce domaine ? Écoutez, d'abord, il me semble que la première des batailles à mener, c'est la bataille démocratique, parce que on fait face à un véritable épuisement démocratique. Moi, je parle d'une démocratie qui ne fonctionne plus que par spasme, et on verra ce qu'il en sera dans quelques mois, mais les spasmes maintenant allant d'une présidentielle à l'autre, avec une immense abstention entre les deux. 87% des 18-24 ans ne se sont pas déplacés pour voter aux élections départementales et régionales. Et on a donc la nécessité absolue d'inventer, de rechercher les termes d'une démocratie qui soit plus continue. Parce que ce qui me frappe naturellement, c'est que nos concitoyennes, les jeunes en particulier, ne sont pas moins engagés qu'il y a quelques années. Au contraire, ils ont envie d'être totalement actrices et acteurs des sujets qui les concernent, mais ils ne trouvent pas, j'allais dire, ou ils ne semblent plus trouver de débouchés à cette volonté d'engagement dans les urnes. Donc, il faut qu'on arrive à imaginer des dispositifs qui mêlent davantage la responsabilité de celles et ceux qui font la loi avec les avis des acteurs de la société civile et la population. Il me semble que naturellement, la question de l'expertise la plus pointue est majeure, mais il faut l'associer, j'allais dire, à l'expérience de celles et ceux qui agissent au quotidien et au ressenti et au vécu des individus. Et c'est vrai que le CESE vient d'être réformé par une loi organique, et cette loi, elle fait du CESE le carrefour de la participation citoyenne, et on a bien l'intention, dans le prolongement de ce que mon prédécesseur a initié, d'essayer d'expérimenter des formes nouvelles qui vont permettre d'associer des citoyens aux travaux du CESE. Pour être très concret, le Premier ministre vient de nous saisir d'un sujet démocratique important, celui de l'éloignement des jeunes des urnes, et on s'est mis au travail au CESE, et on associe à nos travaux
un certain nombre de jeunes que nous avons tirés au sort, qui vont prendre part aux travaux au même titre que les conseillers. Je crois vraiment qu'il faut s'engager, innover pour essayer de trouver des formes de participation qui, encore une fois, créent les conditions d'une démocratie plus continue. C'est vraiment pour moi la première des batailles. Depuis le mois de janvier, si je ne me trompe pas, vous pouvez également être désormais saisi par des citoyens, par tirage au sort ou bien par votre pétition. C'est aussi une manière de lutter contre cette fracture entre les générations en termes de participation électorale que vous évoquiez il y a quelques instants. Oui, c'est-à-dire que la participation citoyenne peut prendre plusieurs formes. Le CESE aura la capacité, s'il le souhaite, comme je viens de l'indiquer, d'associer par tirage au sort des citoyens à nos travaux. On a la possibilité, sur des travaux qu'on engage, de développer des plateformes numériques. Songez que lors de la mandature précédente, il y a eu un avis sur l'hôpital qui a été travaillé au sein du CESE. Une plateforme numérique avait été initiée. Il y a eu plus de 4000 propositions qui ont été déposées et plus de 400 000 personnes ont voté pour classer les propositions en question. Donc ça veut donc dire que cette volonté d'engagement, de participation, ça fonctionne. Et puis en effet, des citoyens pourront nous saisir par voie de pétition 150 000 citoyens de plus de 16 ans. Et ça, c'est un dispositif nouveau pour nous. Et je trouve que ce qui est très important, notamment à travers l'étude des projets de ceux qui veulent nous saisir par pétition, c'est que je trouve que c'est un capteur supplémentaire qui permet de saisir quels sont les vrais sujets de préoccupation de nos concitoyens. Parce que je vois la campagne électorale qui s'engage, je vois effectivement les sujets qui sont portés par les candidats. Prenons garde à ce que les sujets de campagne ne sont pas toujours les sujets de préoccupation majeure et prioritaire des Français. Et je pense qu'on a vraiment besoin de beaucoup de capteurs pour essayer effectivement de comprendre quels sont les vrais sujets. Et c'est ce que, à notre place, nous essayons de faire. Portés par les candidats ou les non-candidats d'ailleurs. En quoi est-ce que éclairer le gouvernement ou le législateur sur un texte en préparation peut permettre une plus forte acceptabilité de la loi ? Vous savez, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on est dans une société, et notamment en période électorale, finalement, où, semble-t-il, pour exister, il faut se démarquer, il faut se distinguer. Et le CESE, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que nous sommes 175, nommés par des organisations tout à fait différentes. Ça veut dire que nous regardons le monde depuis des endroits différents. Et nous, toute notre énergie, nous ne la mettons pas pour nous démarquer, mais nous la mettons pour essayer de converger, pour essayer, sur des sujets complexes, de trouver des voies de passage sur lesquelles la société est en capacité d'avancer. Donc, être utile, c'est pour un gouvernement, c'est d'essayer de créer de l'assise, de dire jusqu'où le CESE et jusqu'où la société civile représentée au CESE est en capacité, encore une fois, d'avancer ensemble. Et puis, naturellement, si on veut être utile, c'est ce que j'appelle le consensus exigeant. Mais à certains moments, le consensus exigeant, il trouve ses limites. Il y a des fractures, donc il faut aussi que nous sachions montrer quels sont les points de dissensus. Et puis après, à l'exécutif, à celles et ceux qui font la loi, de prendre les décisions qui leur paraissent justes au regard des responsabilités qui sont les leurs. Mais la force du CESE, c'est ça. C'est, encore une fois, toute notre énergie, elle est mise à essayer de converger, à essayer de trouver des voies de passage. Et quand je vois les blocages qui empêchent notre pays de se transformer, j'ai vraiment la conviction que notre Assemblée est plus que jamais moderne et d'avenir, a fortiori parce que nous associons maintenant les citoyens à nos travaux. Ça a un coût, cette association des citoyens aux travaux. Ça coûte combien à la collectivité nationale ? Vous allez me dire, ça n'a peut-être pas de prix, mais quel est le coût ? Non, mais on a chaque année potentiellement 4 millions d'euros disponibles pour associer les citoyens à nos travaux sous des formats divers. 4 millions d'euros, c'est l'enveloppe à disposition du CESE.
Merci beaucoup. Je vais vous poser une dernière question qui va peut-être vous sembler un peu provocatrice et vous avez partiellement déjà répondu. Récemment, la Convention citoyenne sur le climat, puis le collectif citoyen sur la vaccination ont mis un coup de projecteur sur le CESE, mais c'est une institution qui reste quand même souvent un peu méconnue. On est dans une société de plus en plus de l'immédiateté, où on demande du spectaculaire. Et vous êtes tout le contraire du spectaculaire, en fait. Donc comment mieux faire connaître le CESE ? Alors ça, vous avez raison. On cherche pas en plus, j'allais dire, le copyright CESE. Mais si je prends un exemple très récent dans l'actualité, le ministre de la Santé vient d'annoncer la gratuité de la contraception pour les femmes jusqu'à l'âge de 25 ans. Typiquement, c'était une préconisation du CESE dans un avis il y a 2 ans. On n'en revendique pas, j'allais dire, le copyright ou la paternité, mais c'est vrai que probablement nous sommes trop discrets pour faire pour faire connaître nos travaux. Moi, mon objectif, c'est un peu celui-là, c'est-à-dire que je pense que le CESE, c'est une formidable assemblée pour produire des travaux de qualité. Je vais essayer de mettre la même énergie pour faire connaître ces travaux de qualité et pas uniquement les produire, pour sortir des cercles un peu des experts. Et un des enjeux de la mandature qui s'ouvre, c'est naturellement d'essayer de porter nos travaux dans le débat public pour en faire des sujets de débat avant même qu'ils ne deviennent des objets politiques. C'est ce que nous allons essayer de faire. Ça suppose un travail important sur nous-mêmes parce que, comme vous l'avez dit, il y a l'immédiateté, puis il y a aussi les fameuses petites formules dont nous ne sommes pas des experts, mais on va essayer d'éditorialiser davantage un certain nombre de nos propositions pour qu'elles puissent peut-être résonner plus et attirer davantage l'attention. Merci beaucoup. En tout cas, cette énergie, vous l'avez mise ce matin ici. Alors, merci beaucoup Thierry Baudet. Merci à tous. Merci.